de la vitesse de la lumière et du rayonnement électromagnétique. Il le résout, mais il a aussi d'autres obsessions qui sont liées à la théorie de Newton, qui sont liées à la gravitation, dont il cherche à comprendre la nature. De toute façon, depuis Newton, tous les physiciens, tous les épistémologues et les philosophes s'étaient bien rendus compte qu'il y avait des problèmes fondamentaux avec cette théorie. Ce n'était pas un problème de fonctionnement. Cette théorie marchait extrêmement bien, et jusqu'à Einstein, à part une exception qu'on peut discuter, il n'y avait absolument aucun phénomène connu qui échappe aux lois de la physique newtonienne. Donc ce n'est pas parce que la physique newtonienne ne marchait pas que Einstein cherchait à la modifier, c'est parce que du point de vue conceptuel, dans la représentation qu'elle donnait de l'espace, de l'interaction gravitationnelle, elle était insatisfaisante, je dirais pour des raisons philosophiques. Einstein s'est exprimé très clairement là-dessus, donc il a cherché à répondre à des questions épistémologiques et philosophiques plutôt que physiques. Et pour le faire, il a donc inventé une nouvelle théorie, la relativité générale. Qu'est-ce que fait la relativité générale? Eh bien, elle décrit la gravitation elle-même en termes purement géométriques, en l'incorporant dans la géométrie de l'espace-temps. C'est-à-dire, quand on était chez Newton, on avait ce cadre de l'espace et du temps, et puis on était obligé de parler de la gravitation en termes de force, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à cette géométrie, c'est quelque chose d'une nature différente. C'est justement, c'est ça qui posait problème, parce que qu'est-ce que c'est que la nature d'une force gravitationnelle chez Newton? Comment le Soleil peut-il exercer sur la Terre, qui est si loin, une force? Comment peut-il modifier son mouvement sans exercer de contact, sans la toucher, sans la pousser, sans la tirer? C'est quelque chose qui paraissait extrêmement mystérieux à tout le monde. Newton lui-même était bien conscient, et c'est pour ça qu'il a été obligé de dire c'est l'intervention de Dieu, mais évidemment dans une théorie physique, parler d'une intervention divine à chaque moment pour expliquer l'attraction du Soleil sur la Terre ou de toutes les autres attractions, c'était quelque chose d'insatisfaisant. Et Newton a dit d'accord, mais ça marche et je ne vois pas d'autres moyens d'en rendre compte. Bon. Tout le monde, après Newton, a essayé à critiquer ceci, mais il fallait proposer autre chose, et cette autre chose, c'est Einstein qui l'a proposé. Donc, pour Einstein, il n'y a plus une force exercée, par exemple, par le Soleil sur la Terre, mais tout est dans la géométrie. C'est-à-dire, à cause de la présence du Soleil, selon Einstein, la géométrie est modifiée. C'est toujours la géométrie de l'espace-temps, mais elle est courbée. Elle a maintenant une courbure. Si vous avez une surface, c'est pareil. Vous pouvez avoir une surface plane, vous pouvez avoir une surface courbe. En général, si vous exercez sur une surface plane un effort, j'appuie pas assez fort, vous allez la courber. Bon, mais pareil, si de l'énergie est présente dans l'espace-temps, cette énergie exerce un effet sur l'espace-temps et va le courber. La présence du Soleil courbe l'espace-temps. Maintenant, si l'espace-temps est courbe, les objets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans un espace-temps courbe? Dans un espace-temps courbe, c'est comme sur une surface courbe, il n'y a plus de droite. On peut dessiner des courbes, mais il n'y a plus de droite. En revanche, il y a des courbes spéciales qui vont remplacer les droites qu'on appelle des géodésiques. Donc, un objet, rappelez-vous ce que j'ai dit, en physique de la relativité restreinte, ou en physique newtonienne, c'est pareil, un objet libre décrit une droite. Maintenant, si l'espace-temps est courbe, un objet libre il ne peut plus décrire une droite, puisqu'il n'y a plus de droite. Mais il va décrire les courbes qui, dans cette géométrie, remplacent les droites, qui s'appellent des géodésiques. Donc la loi fondamentale de la cinématique, qui était un corps libre devient une droite, va devenir un corps libre décrit une géodésique, dans l'espace-temps courbe. Quand on regarde, miracle. Ça décrit très bien le mouvement des planètes, ça décrit très bien tout ce qu'on veut, les rayons lumineux, etc. Et même, quand on applique à la planète Mercure, on s'aperçoit que ça explique cette petite anomalie qu'on connaissait depuis plusieurs dizaines d'années dont je vous ai parlé, qu'on appelle l'avance du périhélie, qui posait un problème qu'on ne savait pas trop comment résoudre, et la formule d'Einstein donne exactement ça. On applique ça à la propagation des rayons lumineux, puisque dans un espace-temps courbe, un rayon lumineux ne peut pas se propager en ligne droite, il n'y a plus une ligne droite, donc il va suivre une courbure, et on peut calculer quelle est cette courbure. Ça marche, on s'aperçoit. On vérifie en 1919, à l'occasion d'une éclipse,
que, en effet, les rayons lumineux suivent bien les courbes prévues par la relativité générale. Et on peut dire que dans une expérience comme ça, et il y en a eu des tas d'autres depuis, quand on observe ce rayon lumineux qui est courbé, et l'effet qu'on observe, c'est simplement que l'objet qu'on regarde se déplace un petit peu. Pourquoi ? Parce que au lieu d'arriver, le rayon lumineux, au lieu d'arriver en ligne droite vers nous, arrive courbé. Donc nous, on a l'impression de le voir dans cette direction, dans la direction depuis laquelle nous arrive le rayon lumineux. On a l'impression de le voir là, alors qu'en fait, il est là. Donc c'est une sorte de mirage gravitationnel. Donc quand on observe ce genre de phénomène, et aujourd'hui on l'observe des centaines de fois dans l'univers, eh bien on peut dire qu'on est directement en train d'observer la courbure, c'est-à-dire la géométrie de l'espace-temps. C'est extrêmement direct. Ça n'est rien d'autre que cette géométrie, cette courbure que l'on est en train d'observer. Donc c'est une validation extraordinaire de la théorie d'Einstein, et comme ce genre d'observation a été effectué dès 1919, c'est-à-dire 3 ans seulement après la théorie, eh bien, on comprend que la théorie ait eu un succès extraordinaire depuis cette époque. Et vraiment, on peut dire qu'elle était révolutionnaire, mais finalement, quand on regarde, on s'aperçoit que la démarche d'Einstein, elle est extrêmement identique à celle de Newton. Qu'a fait Newton ? Newton a voulu géométriser les choses. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça ? Il a pris la géométrie qui était à sa disposition à l'époque. Et comme je vous l'ai dit, la seule géométrie qu'on connaissait, c'était la géométrie d'Euclide. Donc il a pris la géométrie d'Euclide pour définir l'espace, pour décrire l'espace. À l'époque d'Einstein, les choses avaient changé parce qu'au XIXe siècle, les géomètres ont découvert de nouvelles géométries, qu'on appelle géométrie non euclidienne, géométrie riemannienne si vous voulez. Et Einstein s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces nouvelles géométries pour décrire le cadre géométrique précisément de l'univers, qui était pour lui l'espace-temps. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait et ça a marché. Newton n'aurait pas pu le faire parce que ces géométries n'existaient pas. Et il faut savoir que les mathématiciens qui ont développé ces géométries au XIXe siècle, à savoir Euler, Riemann essentiellement, avaient eu cette idée, c'est-à-dire ils avaient inventé en quelque sorte les géométries courbes et ils se sont dit mais peut-être que l'espace doit être décrit par une géométrie courbe et non plus par la géométrie euclidienne comme chez Newton. Et Euler a commencé à faire des expériences pour voir si on ne pouvait pas mesurer la géométrie de l'espace. Mais le problème, c'est que c'est la géométrie de l'espace-temps qui est déformée et non pas de l'espace. Donc ils avaient eu la bonne idée, enfin ils avaient eu la moitié de la bonne idée, qui était qu'on pourrait décrire l'espace réel par un espace mathématique avec une courbure, mais la deuxième moitié de la bonne idée, c'était qu'il fallait passer de l'espace et du temps à l'espace-temps. Ça, c'est Einstein qui l'a eu. Et finalement, la relativité générale, c'est la conjonction de ces deux idées. C'est-à-dire, passage de l'espace plus temps à l'espace-temps, et ça, c'est déjà la relativité restreinte, et en même temps, introduction de la courbure, et ça donne la relativité générale. Alors ensuite, la relativité générale, ça veut dire l'univers, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace-temps déformé. C'est exactement le but de la cosmologie que de décrire l'univers. Donc, la cosmologie relativiste, son but, c'est quoi ? C'est de savoir quelle est la forme géométrique de cet espace-temps déformé. Et depuis les années 1920-1930, tout ce que vous avez pu lire sur les résultats de la cosmologie observationnelle, ce sont en fait des observations, des mesures de tel ou tel aspect de la géométrie de l'espace-temps, de la courbure de l'espace-temps. Quand on vous dit les galaxies, l'univers est en expansion, et qu'on mesure le taux d'expansion des galaxies, c'est une des composantes de la géométrie de l'espace-temps. Quand on vous dit l'expansion s'accélère avec un taux d'accélération qui vaut tant, c'est un aspect de la géométrie de l'espace-temps. Quand on vous dit la courbure de l'espace est à peu près zéro, c'est-à-dire l'espace est à peu près plat, c'est un des aspects de la courbure de l'espace-temps, etc. Quand on vous parle de l'âge de l'univers, 13 milliards d'années, c'est un aspect de la courbure de l'espace-temps. Donc tout ça, c'est de la géométrie. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète aujourd'hui. C'est-à-dire que notre physique d'aujourd'hui, la relativité, elle est purement géométrique. La cosmologie, elle est purement géométrique. Je ne vous ai pas parlé de physique quantique, mais c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas la même géométrie.